Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où nous avons le plaisir d'accueillir Manon Espen. Salut Manon. Salut Seb, enchantée à tous. Enchanté. Ah ouais, on s'est vu il y a pas trop longtemps. Alors Manon, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Ça fait un petit moment que l'on avait échangé. Puis finalement est venu le concours avec Sarah Lequette. Ce concours qu'on avait fait sur nos 2 pages Instagram et l'évidence a voulu que ça soit toi qui gagne et comme quoi voilà, ça devait se faire. Tu peux pas y échapper. Pas de hasard dans la vie de toute façon. Alors Manon, du coup t'es attachée de presse indépendante dans l'univers du sport, de la santé, du handicap et aussi de la beauté. Et mais t'es pas que ça en fait, t'as un passé de sportif de haut niveau, même si tu es encore sportive, hein, tu continues à jouer, tu fais du badminton, et tu nous raconteras un petit peu tout ça. Et du coup c'était intéressant pour moi de venir un petit peu explorer un peu ton parcours à la fois professionnel mais aussi sportif. Voilà, ce qui combine deux expertises finalement, le sport et toute sa technicité et tout ce qu'on doit mettre en œuvre pour être une championne, et la communication et notamment le métier de relation presse qui est pas si simple que ça puisque ça demande beaucoup de persévérance, je trouve, pour pouvoir essayer de mettre en avant ses clients auprès des différents journalistes pour pouvoir les mettre un peu dans la lumière. C'est ça, c'est un métier de l'ombre, mais t'as bien choisi le mot. Je trouve que persévérance, c'est vraiment ça. Donc on y va. Donc voilà, donc dans cette interview, mon objectif c'est d'explorer ton parcours, tes défis, que tu puisses aussi nous donner tes conseils, ce qui a marché pour toi pour cultiver un mental fort et résilient, et en faire profiter les auditeurs et les auditrices du podcast. Alors déjà, est-ce que toi tu pourrais nous parler un petit peu de toi, de ton parcours? Ouais. Alors moi là aujourd'hui j'ai 30 ans. J'ai commencé tout d'abord par une carrière de sportive, on va dire. Depuis mes 10 ans en fait, je fais du badminton. Donc là je suis à 20 ans de carrière, on va dire. Et j'ai été repérée à l'âge de 15 ans pour rentrer en structure, donc faire sport-études au Crêpes de Châtenay-Malabry dans le 92. Et là-bas, j'y étais en internat. Donc du coup, je m'entraînais deux fois par jour et je faisais que ça à côté, en parallèle mes études au lycée. Et ça a été les plus belles années de ma vie, on va dire, parce que j'ai pu découvrir ce que c'était de faire sa passion à 100%. Et aujourd'hui, ça fait vraiment une force en fait, parce que du coup, on apprend plein de choses en faisant du sport et plein de belles valeurs. Et c'est ce qui me caractérise aussi aujourd'hui. Et une fois sortie de la structure en pôle espoir à Châtenay, je suis rentrée en équipe de France sur l'INSEP. Donc du coup, j'en ai fait aussi à très haut niveau, puisque là, du coup, c'était vraiment des compétitions internationales. C'était là je m'entraînais 2 fois par jour, j'étais en master et du coup fallait combiner et sport et études et c'était pas forcément facile parce qu'on a vite envie de faire que du sport et se donner à 100% dans un seul projet. Mais en fait c'était vraiment bien pour moi de continuer à faire les deux parce que malheureusement en badminton on n'en vit pas beaucoup. Seulement les meilleurs peuvent en vivre et du coup j'étais bien contente en tout cas de faire ces deux projets, ces deux parcours. Et à la suite de ma carrière, je me suis blessée, je me suis fait une rupture du tendon d'Achille. Et c'est ce qui a marqué un petit peu la fin de ma carrière sportive. Et à la suite de ça, je me suis dit, qu'est-ce que tu pourrais faire? Et j'ai commencé en tant qu'attachée de presse indépendante dans des agences. Et puis, le milieu des agences ne m'a pas forcément convenu. Donc, c'est pour ça que à la suite de ça, je me suis dit, pourquoi pas tu te lances pas dans l'aventure toute seule? Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je m'occupe d'athlètes, de marques de sport. Je m'occupe pas mal de choses dans le milieu du handicap.
de la beauté, du lifestyle. Et c'est ce qui me caractérise aujourd'hui, c'est que je suis sur plusieurs domaines et je suis investie à fond et c'est ce que j'aime, les beaux projets pour les accompagner de A à Z finalement. Alors, tu pourrais nous expliquer comment on devient attaché de presse? Donc, tu dis que tu as fait un master, du coup, c'est en lien avec le métier Ouais. d'attaché de presse? Alors, j'ai fait moi un master en marketing des services à l'IAE Gustave Eiffel et en fait, ça reste un métier de la communication et du coup, l'idée c'est de mettre en relation des marques ou des athlètes, des personnalités en relation avec les médias. Donc moi, en fait, j'ai un gros panel de journalistes que je connais bien et en fait, je leur propose des sujets et du coup, c'est comme ça que se crée la relation. Et puis voilà, des belles histoires à mettre en avant, c'est ce qu'ils aiment bien les journalistes. Donc c'est comme ça que se crée le feeling. Ok. Et le côté entrepreneur, ça n'a pas été trop difficile de te lancer? Alors si, c'est difficile parce que on se pose toujours des questions, on doute toujours un peu de savoir si c'est fait pour nous, si on va y arriver, si on va réussir à pouvoir se payer. Mais en fait, pour moi, c'était comme une évidence. En fait, j'avais du mal à travailler pour quelqu'un et je veux travailler avec les personnes plutôt que pour les personnes. Donc du coup, c'est finalement pour moi, c'était quelque chose que j'avais en moi et puis aujourd'hui, je suis très 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 contente de ce parcours et de pouvoir dire que je suis à la tête de ma propre entreprise. Bah oui, c'est chouette, c'est chouette. Ouais. Alors, comme tu le sais, le podcast, il commence toujours par, avant de parler de mental, on parle toujours, on fait toujours un petit portrait chinois. Là, je t'ai réservé 6 questions. Vas-y. Et voilà, on est parti. Donc, si tu étais une saison, laquelle serais-tu et pourquoi? Alors moi, je pense que je serais le printemps parce que c'est là où on sort de l'hiver, de notre hibernation et que tout commence à être à éclore, on va dire. Et donc moi, je pense que j'aurais choisi le printemps parce que c'est une des saisons que je préfère le plus. Les fleurs qui s'éveillent, tout le monde commence à être un peu plus souriant aussi parce que c'est l'arrivée du soleil. Et voilà, c'est un peu comme ça que ça me définit. Il faut rappeler que tu vis à Paris, hein, c'est Oui. vrai que les gens, ils sont grise mine, là. On n'a pas beaucoup de soleil. Ouais. Mais il y en a qui sourient quand même. Heureusement. Heureusement. On peut pas tout mettre la faute sur Madame Hidalgo. Non. Heureusement, non. Alors, si tu devais être une couleur, une teinte qui te représente le mieux, bah, quelle teinte serais-tu et quel sentiment elle évoque pour toi? Moi, je pense que j'aurais choisi le rose fuchsia. C'est ma couleur préférée parce qu'en fait, c'est une couleur chaude. C'est une couleur qui a du peps. Et voilà, moi, c'est ce sur quoi je tends toujours sur les vêtements, le maquillage, n'importe quoi. C'est vrai que le rose fuchsia me correspond bien. Si tu étais un livre, Ouais. quel serait le titre de ton histoire? Attention. Ah ouais. Quel serait le titre de ton histoire et quel message voudrais-tu transmettre au lecteur? Le titre de mon histoire, quelque chose comme sport et vie. Je pense que ce serait ça qui serait chouette ou positif. Voilà, quelque chose de positif en tout cas, parce que je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui est positif nous rapporte du positif et je pense qu'il faut penser vraiment positif et dans l'instant présent, en tout cas, vivre les moments pleinement, en pleine conscience et c'est plutôt ce vers quoi j'essaye de tendre en ce moment et c'est ma philosophie du moment. Elle est un petit peu plus dure. Imagine que tu sois un élément architectural. Ouais. Quel serait-il et comment reflèterait-il ta personnalité? Moi, je pense que je serais un mur, tout simplement, parce que
je pense qu'aujourd'hui, j'apporte beaucoup aussi aux gens et qui peuvent se fier à moi, ils peuvent me faire confiance et c'est des bases solides. Et ce que j'essaye de construire aussi dans ma vie, c'est des choses qui sont solides pour le futur. Donc, un mur, ça, c'est, voilà, ça casse pas et on sait qu'il est là, c'est ancré et c'est ça qui me fait penser finalement à ta question. T'as un cadre, du coup. Ouais. Si tu étais une mélodie, quelle chanson ou quel genre musical te correspondrait le mieux? Alors là, moi, je vais prendre la chanson de France Gall, Résiste. C'était celle qui me donnait la pêche quand j'avais mes matchs, quand j'étais en compétition, avant d'aller sur une grosse compète ou pour l'échauffement. Je mettais toujours Résiste parce que je trouve que elle donne la peps et puis enfin elle donne du peps, elle donne la pêche et que bah voilà, je sais pas, je la trouve forte en fait, forte de sens. Alors et pour moi c'était vraiment ça ma chanson d'échauffement quoi. Allez, notre 6e et dernière petite question. Si tu étais un proverbe ou une citation, laquelle choisirais-tu pour résumer ta philosophie de vie? Moi j'ai une citation que j'aime bien qui s'appelle c'est de Winston Churchill, c'est qui ose gagne. Parce que je pense que dans la vie, on se met plutôt des barrières et on n'ose pas forcément. Et à un moment donné, il faut se lancer. Et du coup, c'est un peu ce que j'essaye de faire. C'est pas facile pour moi parce que voilà, c'est plus quelque chose vers quoi je veux tendre. Et je me dis que si elle est en citation, et ben ça me fait un petit rappel dans ma tête pour essayer oser changer, oser faire les choses et pas se limiter à nos peurs et ce qu'on a pu vivre dans l'échec. Ouais, ça n'ancrage pas. Ouais. Ok, bah écoute, merci Mano pour ce petit portrait chinois. Donc là, bah du coup, on va aborder un petit peu plus la thématique du mental. Mm-hmm. Déjà, si tu devais le définir, ce mot du mental, tu le définirais comment? En tout cas, sur le côté sportif, c'est un très très gros pilier. Le mental, ça fait partie des 4 piliers pour moi qui sont hyper importants et c'est comme finalement un muscle qu'il faut travailler, le mental, et c'est ce qui fait la force de chacun et chacune. Et je pense que c'est vraiment hyper important de travailler son mental pour justement pouvoir faire face à tous les coups durs de la vie et toutes les petites choses qui sont embêtantes dans la vie. On y va. Ça, c'est la question de l'introduction. Donc, quelle a été ta plus grande épreuve mentale que tu as dû surmonter dans ta carrière? Ma plus grande épreuve mentale, ça a été quand on m'a annoncé que le sport de haut niveau, ça s'arrêtait pour moi, parce qu'on m'a plus ou moins fait comprendre que j'étais trop vieille pour ma pratique, pour continuer par exemple à l'INSEP. Et ça, pour moi, ça a été je l'ai vécu au début comme un échec, parce que c'était pas de mon ressort en fait, c'était pas moi qui étais décisionnaire de cette décision et ça a été un énorme coup dur. Parce que du jour au lendemain, on te dit l'INSEP c'est fini, donc le haut niveau c'est fini et il va falloir faire face à ça, à cette décision, il va falloir la digérer et puis l'accepter et puis passer à l'étape d'après qui est de la résurrection finalement. Qu'est-ce qu'on fait après quand on n'a plus le sport de haut niveau dans une vie? Et pour moi, ça a été la plus dure épreuve mentale de mon histoire. Comment tu l'as surmonté? Au début, c'était très 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 dur parce qu'en fait, je m'y attendais pas, donc j'y étais pas préparée. Et puis, moi, j'aime bien la petite phrase qui dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et que finalement, en fait, je pense que les choses, si elles doivent se faire, se font. Et du coup, c'était une étape de plus. Et comment je l'ai surmonté, j'ai fait un travail psy avec ma préparatrice mentale au début. Et puis après, je me suis tournée vers d'autres choses que j'aimais bien faire. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu as envie de faire au fond?
J'ai essayé de creuser, de me poser des vraies questions. Et je me suis dit, bon, maintenant, c'est toi qui vas décider de comment tu as envie de gérer ta vie et ce que tu as envie de faire, de la façon dont tu as envie qu'elle devienne. Et donc, du coup, j'ai fait un gros travail sur moi, en mental. Et puis, je me suis posé les questions. Je me suis tournée vers les gens qui m'apportaient du bien et qui étaient positifs pour moi. Quel genre de travail t'as pu mettre en place avec ta préparatrice mentale? Sur ça, ça remonte un petit peu maintenant, mais voilà, de me dire que il y a d'autres choses dans la vie aussi que le sport, que il y a d'autres moyens aussi d'y parvenir. Et du coup, c'était quelle solution je peux mettre en place pour trouver en fait ce que j'ai envie de faire après derrière. Est-ce que j'avais envie de continuer le sport de haut niveau? Par quels moyens? Est-ce que j'avais envie de faire autre chose? Donc de continuer dans une carrière autre que le sport de haut niveau. Et en fait, voilà, c'était plus des questions, c'était plus de la visualisation aussi, de savoir un petit peu vers quoi, qu'est-ce qui était positif pour moi et qu'est-ce qui me rendait heureuse finalement. Ouais. Pendant que tu étais athlète, t'avais un suivi psychologique aussi? Ouais, moi je voulais en tout cas qu'il y ait de la prépa mentale, donc pour moi c'est comme un muscle à travailler, comme je te le disais. Et ouais, j'avais de la prépa mentale et on en faisait 1 à 2 fois par semaine. Ah oui, 1 à 2 fois par semaine. Et du coup, vous travaillez sur quoi? Pareil, de la visualisation, des stratégies un peu qu'on peut mettre en place, travailler sur la personnalité aussi, sur le stress, la gestion du stress, comment on peut du coup ce stress qui est négatif, comment on peut en faire une force et le transformer en quelque chose de positif qui va nous transcender. Parce que on a 2 types de stress. On a le stress qui inhibe et le stress qui transcende. Et donc du coup, on travaillait sur celui qui nous fait devenir plus fort en fait et qui nous fait aller au-delà du regard des autres, qui nous fait nous sentir bien, voilà, on travaillait pas mal sur cette bulle en fait sur cette bulle positive du match. Ok. Tout ça, c'était à l'INSEP, du coup? Ouais, tout ça, c'était à l'INSEP. Ok. Alors aujourd'hui, en tant qu'attaché de presse, ouais, comment tu gères la pression et le stress liés au délai et aux attentes de tes clients? Je fais alors pas mal déjà, de base, on planifie vraiment les attentes des clients. Donc, on définit très, très en profondeur les attentes des clients pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et puis après, on établit un rétro-planning, souvent assez simple pour que justement on puisse tenir les délais. On cible des objectifs à court, moyen et long terme. Et ensuite, je mets en place une stratégie pour justement atteindre ces objectifs. Et si on n'arrive pas à les atteindre, je cherche à savoir pourquoi les médias veulent pas en parler, pourquoi ça ne passe pas dans certains sujets. Et donc du coup, je suis transparente sur ça avec mes clients et je pense que c'est ce qui fait la qualité du travail aussi. Il y a quand même une différence parce que dans le sport, tu te donnes une obligation de moyens, mais avec une visée de résultat quand même très haute. En relation presse, malgré tout, même si tu te donnes beaucoup de moyens, finalement, ton obligation de résultat, elle dépend pas de toi, quoi. C'est ça. C'est que c'est difficile, mais en tout cas, je fais ce qui me semble être juste. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, j'ai pas de résultat, je vais essayer de vraiment savoir pourquoi et trouver d'autres angles, peut-être. Tu vois, il y a toujours, en fait, je ne baisse jamais les bras et il y a toujours d'autres angles à trouver, des choses qui vont un peu plus parler, des messages qui vont être un peu plus punchy ou qui vont plus attirer l'attention. Et finalement, pour l'instant, on va dire que j'ai jamais eu je touche du bois, hein, mais j'ai jamais eu de mauvaise expérience là-dedans. J'ai toujours réussi à satisfaire mes clients et donc c'est une fierté quelque part aussi. Bah ouais. Après, je pense que dans ce métier-là, il faut être très persévérant et très tenace. Ouais, obstiné. Moi, j'aime bien le mot obstiné. Obstiné.
c'est vrai que c'est quelque chose qui me caractérise aussi parce que toujours on me dit mais t'es têtu, toi, t'es têtu, tu lâches rien. Et ouais, et même sur les matchs, ça se ressent. Et je pense qu'en fait, le sport, c'est aussi vraiment le reflet de notre personnalité. Et je trouve que ça, c'est un atout finalement d'être têtu et d'être tenace. Alors, quels sont tes rituels ou les techniques que tu utilises pour maintenir une attitude mentale positive et résiliente au quotidien? Alors, comment tu faisais dans le sport et comment tu fais dans ta vie professionnelle aujourd'hui? Alors, dans le sport, j'abordais une stratégie gagnante-gagnante, c'est-à-dire que je me plaçais en situation de positive, c'est-à-dire que je me dénigrais pas et je disais que j'allais faire le meilleur match, je visualisais en tout cas le meilleur match, les meilleurs coups, presque la perfection. Et pareil du côté de mon adversaire, c'est-à-dire que je la dénigrais pas, je disais pas oh elle est moins forte que moi, même si elle a un moins bon classement, parce que en fait c'est ça qui peut te jouer en fait qui te joue en fait en ta défaveur, hein. Souvent quand on dénigre un peu l'adversaire ou qu'on le sous-estime, c'est là où ça peut être finalement l'enjeu peut se faire et du coup le match peut basculer. Et donc du coup moi j'étais toujours en situation de gagnante. J'essayais de visualiser les coups parfaits. Juste avant de faire un match, je me mettais dans ma bulle, isolée un peu de tout le monde. Je fermais les yeux et là je visualisais tous les coups parfaits et je les faisais tous sans raquette, sans rien. Mais voilà, je visualisais bien ça, les coups parfaits. Et c'est ce qui m'a aidé dans ma carrière. Et là, aujourd'hui, je pense que c'est plutôt dans ma carrière pro, on va dire, c'est plutôt une très bonne organisation. Mieux tu gères ton planning et ton temps et que tu accordes un timing que tu respectes. Et je trouve que c'est ça qui aujourd'hui est positif et rapporte les choses au mieux. Alors, comment tu abordes ta fixation d'objectifs personnels et professionnels? J'essaye d'en fixer déjà à court terme. Et puis après, j'essaye de me poser la question, qu'est-ce que je veux faire dans 5 ans, dans 10 ans? C'est pas forcément un exercice facile parce qu'on est souvent rattrapé par le quotidien et par les choses du quotidien. Donc, c'est pas forcément hyper facile, mais en fait, ça vient à moi tout seul et pour l'instant, j'ai pas de... Voilà, dans 10 ans, je sais pas ce que je ferai, mais en tout cas, je vois que je prends un parti pris sur le sport, par exemple, en ce moment, qui me plaît beaucoup, puisque cet été, je vais travailler sur le relais de la flamme olympique et je me dis que toujours ce côté du hasard, que finalement les choses se font plutôt bien dans la vie et voilà, c'était mon rêve de participer au JO. Alors je le réalise un petit peu, pas sur le côté sportif, mais tu vois, finalement, avec le boulot, je vais le réaliser et ça, c'est quelque chose qui est magique, quoi. Ouais, puis c'est une belle aventure. Exactement. Le relais de la flamme olympique, c'est pas rien, quoi. Et non. Et puis, ce sera qu'une fois certainement dans ma vie, surtout à Paris. Donc j'en profite à fond et je saisis cette opportunité unique. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu as des conseils à donner? Alors, tu peux nous donner juste les tiens, hein, comment toi tu t'y prends, pour rester concentré et motivé. Alors, moi, ce que je faisais, c'était souvent que j'avais des exercices de respiration. Je faisais le carré, c'est-à-dire que tu inspires pendant 4 secondes, tu bloques ta respiration pendant 4 secondes, tu expires 4 secondes et tu bloques ta respiration 4 secondes. Et ça, tu fais ça une dizaine de fois. Et en fait, c'est vrai que ça te met un coup de fouet et ça te permet d'être plus concentré et de penser vraiment à l'instant présent, ce que tu vas faire, et pas à toutes ces petites pensées qui sont parasites. Et ça m'aide beaucoup pour gérer le stress, pour gérer des situations qui sont parfois difficiles. Et dans le sport, ça m'a aidé. Et là, aujourd'hui, au quotidien, quand il y a plein de pensées qui essayent de... Voilà, tu sais plus trop où donner de la tête, prioriser, etc. Tu te poses un peu, tu te recadres et puis tu listes les choses étape par étape.
et tu les actionnes étape par étape. Voilà. Alors, on sait que la perception des autres peut avoir un impact significatif sur notre bien-être mental. Ouais. Comment toi tu gères les opinions et les jugements extérieurs? C'est très difficile pour moi de gérer ça. Aujourd'hui, je le travaille encore et toujours. Mais je me dis que dans la vie, on peut pas plaire à tout le monde et qu'il faut juste finalement être honnête envers soi-même. Et c'est ça aussi qui voilà, se regarder dans un miroir et être droit dans ses bottes. Et finalement, je pense que notre entourage et nous-mêmes, c'est les seules personnes finalement à plaire, quoi. Parce que le reste, c'est passager et puis chacun aura son avis sur tout, quoi qu'il arrive, en fait. Tu sais, même l'entourage, parfois, il a son avis. Ouais. En tout cas, les gens en qui t'as confiance, tu vois. Moi, je pense à tes enfants, à ton mari, à tes parents. Et puis, juste d'être en adéquation avec ce que tu ressens et ce que tu penses, quoi. Même s'il faut aller au conflit, je pense qu'il faut pas en avoir peur. Pas avoir peur de communiquer, de dire les choses et de faire les choses pour toi, en fait, finalement. Alors, quels sont les défis spécifiques que tu as rencontrés en tant que femme entrepreneur dans le domaine de la communication? Les défis, c'est de trouver toujours des nouveaux clients ou de fidéliser finalement tes clients pour que tu puisses subvenir à tes besoins et de sortir un salaire en fin de mois. Donc ça, c'est vraiment pour moi le plus gros stress, on va dire, dans mon métier, c'est que les contrats à un moment donné s'arrêtent et une fois que les contrats s'arrêtent, il faut pouvoir repartir sur de nouveaux contrats. Et c'est ça qui est le plus difficile à gérer. Et aujourd'hui, finalement, ça s'est à chaque fois pour moi assez bien emboîté. Donc dès que je perdais un nouveau client, j'en avais un autre qui signait. Et finalement, j'ai pas encore eu trop à lutter contre ça. Et alors je sais pas trop à quoi c'est dû, hein, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de bouche à oreille. Et si on fait un travail de qualité, je pense que forcément, tu auras des retours aussi là-dessus, quoi. Comment ça fonctionne? Un client, il s'engage sur une période? Voilà, c'est ça. Moi, en général, je fais des contrats de minimum 6 mois parce que à plus court, en fait, c'est difficile d'avoir des résultats et on veut tous les deux la satisfaction du client. Donc, pour qu'il soit satisfait, il faut un minimum de temps parce que les relations presse, c'est pas parce que tu payes une attachée de presse que du jour au lendemain, tu auras des tonnes de parutions. Donc ça se travaille. C'est des éléments qui se travaillent. Et finalement, c'est une relation aussi de confiance qui s'instaure, et que ce soit avec le client ou avec les journalistes. Et voilà, ça prend du temps. C'est comme tout, c'est que ça prend un peu de temps. Et voilà, en tout cas à la fin des 6 mois, c'est sûr qu'il y aura des résultats, mais faut pas être trop pressé non plus, quoi. Quelqu'un qui voudrait s'attacher les services d'une attachée de presse, il faudrait qu'il a un budget de combien ça coûte les services d'une attachée de presse? Une fourchette, hein, dire Ouais, une fourchette, c'est autour de 2 000 € mensuels. Parce que du coup, c'est un vrai travail aussi d'accompagnement. Moi, j'aime bien privilégier la qualité plutôt que la quantité. Aujourd'hui, j'ai peu de clients, mais je les accompagne tous au quotidien. Je les ai quasiment quotidiennement au téléphone ou par texto, par message, pour justement essayer d'échanger, de créer cette relation, en fait, où je vais être le porte-parole finalement de la marque ou de la personne. Et voilà, on échange sur t'as vu ça, j'aimerais bien passer éventuellement dans ce média-là. Qu'est-ce que tu penses de ce discours que je pourrais adopter? Est-ce que tu penses que ce serait chouette d'aller là-dessus? Enfin voilà, c'est vraiment un accompagnement au final très personnalisé, et on est ensemble, quoi. On fait partie de la même équipe, et donc du coup, il faut que la relation de confiance s'installe, et ça prend un peu de temps, quoi, en fait. Ouais, bah oui, forcément. Ouais, du coup, il faut compter 6 mois, quoi, pour avoir des résultats. Voilà. Oui, parce qu'après, les parutions, de toute façon, généralement, elles sont à 2-3 mois, le temps d'écrire les articles. Exactement.
au bout de 2-3 mois. Puis il faut savoir par exemple que sur du papier, tous les magazines papier, ils ont un délai de 2 à 3 mois avant de partir en impression. Donc si aujourd'hui par exemple on est le 2 avril, si aujourd'hui je commence à parler d'une marque, l'article va paraître peut-être en juin ou en juillet, quoi. Donc il faut avoir ce délai aussi parce que les plannings rédactionnels sont bookés aussi assez tôt. Ouais. Bon, après, ça, tout le monde le sait pas, en fait. Donc, du coup, c'est Non, intéressant. c'est ça. Il y a aussi tout un travail d'éducation, finalement, des clients, parce que c'est pas magique, quoi. C'est pas comme de la publicité où là, on signe quelque chose, on a une date précise. En relation presse, ça se travaille et tout dépend aussi des actualités du moment dans le monde, finalement. Aussi. Du coup, comment, je sais pas pourquoi c'est cette question qui me vient, là, en plus. Pendant la période du Covid, il y a beaucoup de choses qui se sont arrêtées. Donc, du coup, est-ce que ta profession elle a souffert de cette période? Eh ben non, la profession, en tout cas moi j'ai pas du tout souffert pendant le Covid, justement. En fait, comme il fallait absolument se démarquer sur les plateformes digitales, en fait de mon côté ça m'a pas du tout impacté, et même au contraire j'ai eu beaucoup de boulot sur cette période du confinement parce qu'il fallait être vu dans les médias digitaux et à la télé, etc. Et du coup, ça m'a pas impacté. Ok. Est-ce que tu pourrais partager avec nous une expérience où la gestion de tes émotions, elle a joué un rôle crucial dans un de tes succès professionnels? Ah, c'est dur à dire, mais oui, j'ai eu des mauvaises rencontres, on va dire. Je pense que j'ai fait des mauvaises rencontres et je me suis fiée à des personnes qui n'étaient pas forcément saines pour moi. Et ça m'a fait beaucoup de mal. Mais aujourd'hui, je pense que l'échec nous construit aussi. Et donc, du coup, j'ai dû en fait un petit peu changer de fusil d'épaule. J'ai dû faire face justement à ces émotions qui étaient négatives. Et là, toujours en essayant d'aller chercher le côté positif. Et finalement, qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Comment j'ai envie de faire les choses? D'essayer de repenser et de se poser des questions qui parfois peuvent être douloureuses. Et ça a été de la gestion des émotions, mais finalement qui m'ont reconstruit de façon vachement plus positive. Alors, je sais que tu as une vie familiale et que tu es maman depuis très longtemps. Ouais. Comment tu fais pour maintenir un équilibre entre ta vie professionnelle et personnelle, pour préserver du coup ta santé mentale et puis t'occuper des tiens? Alors, c'est pas tous les jours facile, mais aujourd'hui, moi, mes clients, ils savent tous que j'ai un petit bébé qui a 15 mois, donc ils sont tous au courant de ça. Et en fait, ça se passe plutôt bien, même si parfois, de temps en temps, le week-end, je peux avoir des coups de fil de journalistes ou quoi. Tout le monde est assez au courant et assez, on va dire, conciliant là-dessus, et savent que derrière, en fait, il y a une vie pro et perso. J'essaye de me mettre des horaires. Ça, c'est hyper important quand on travaille de chez soi et de façon indépendante. C'est que d'essayer de se mettre off à partir d'une certaine heure le soir. Et moi, tu vois, chez moi, j'ai un espace dédié qui est le bureau. Et quand je sors du bureau, c'est comme si j'étais plus au bureau, en fait. Donc, du coup, j'essaye vraiment de séparer et de me dire qu'il y a un temps pour tout, quoi. Et ouais, parce que souvent on parle un petit peu aussi de la charge mentale que peuvent avoir du coup les femmes entrepreneurs qui doivent concilier l'entrepreneuriat, la vie de famille, les enfants. Du coup, c'est quelque chose tu t'en rends compte, toi qui es une jeune maman? Ouais, je m'en rends compte. C'était très dur au début. Et puis, en fait, j'ai juste exprimé aussi à mon entourage ce dont j'avais besoin. J'ai pas hésité à demander de l'aide. Et aujourd'hui, dans le boulot, tu vois, par exemple, je tends à travailler en binôme et à être transparente aussi, par exemple, avec les clients, que je travaille pas toute seule parce que je veux le meilleur pour eux et que si j'estime que c'est le meilleur pour eux, ils seront forcément d'accord aussi là-dessus. Et donc, du coup, même si tu as une rentrée d'argent qui est plus faible, aujourd'hui, je préfère
tu vois, mutualiser le boulot plutôt que le faire toute seule et me retrouver sous l'eau. En fait, j'apprends à dire non aussi. C'est pas forcément quelque chose facile pour moi, mais savoir dire non aussi, parfois ça fait du bien et ça nous ouvre d'autres portes. Oui, c'est sûr que dire oui à tout, c'est compliqué. C'est ça. Mais bon, c'est vrai, il faut être aligné avec ses choix, c'est toujours mieux. Et être aligné aussi avec ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, c'est important, quoi. Se dire, ça non, je peux pas le faire, c'est pas de ma compétence. Parfois, il y a des gens qui disent qu'ils font, mais au final, ils font pas, quoi. Ouais, non, j'essaye de mettre des deadlines et tu vois, j'inscris tout dans mon agenda et à la fin de la journée, moi, je veux que mon agenda, il y ait tout qui soit validé. Alors, quel livre, podcast ou autre ressource t'ont inspiré, aidé à développer ton mental pendant ta carrière sportive et encore maintenant? Dans ma carrière sportive, il y avait un livre que j'aimais beaucoup qui s'appelait Champion dans la tête, avec une carte du mental où on voyait toutes les zones du mental. Et ça, pour moi, on le bossait beaucoup en prépa mentale. Que en fait, c'est comme un iceberg. En fait, il y a plein d'étapes à franchir et que souvent il y a beaucoup de choses qu'on voit pas. Mais c'est un travail de fond finalement. Et ça, c'est pour moi, c'était le livre le plus marquant, on va dire, dans ma carrière de sportive. Ouais, un super livre, écrit par François Ducasse et Makis Chamanidis. Exactement. Avec qui j'ai eu la chance de travailler quand j'étais entraîneur de tennis. Un livre qui est super chouette, très facile d'accès et assez différent des autres, parce que finalement, il y a une carte. Et la carte du mental, elle est représentée par des montagnes, par des... c'est assez rigolo. Ouais, c'est ça, ça me fait penser un peu à la carte du Seigneur des Anneaux. Ouais, exactement. Avec Frodon et la quête, c'est un peu la même chose. Ouais. Non, c'est un super livre, je vous conseille de vous le procurer, de le lire et voilà. François Ducasse qui n'est plus, puisque je crois un accident cardiovasculaire, je crois. Mais c'était un super personnage, quoi. Un personnage. Et Makis Chamanidis qui travaillait régulièrement à l'INSEP avec certaines fédérations. Je sais pas si tu as eu la chance de travailler avec lui. Non, moi, tu sais, j'ai pas fait long feu non plus à l'INSEP. J'ai été de passage, même si j'habitais à côté, et je me suis plutôt, on va dire, entraînée aussi par moi-même beaucoup. Mais non, j'ai pas eu la chance de rencontrer. Quelle est la leçon la plus précieuse que tu as apprise sur la force mentale et la résilience au fil des années? Que même si on a l'impression que c'est un échec sur le moment, c'est finalement juste un défi de plus à surmonter et que je pense que dans chaque chose négative, il y a du positif à en retenir. Et donc du coup, de me dire que finalement on se construit sur l'échec et ça nous apporte malheureusement plus que des victoires en fait, parce qu'on y apprend beaucoup plus les choses, à se remettre en question, à se poser les bonnes questions, à savoir pourquoi, à chercher comment, à trouver les ressources nécessaires, parce que quand on est au pied du mur, on peut pas retourner en arrière, on a qu'une chose à faire, c'est de grimper ce mur. Donc voilà, c'est de se construire finalement par l'échec, et même si c'est dur sur le moment, en fait, quelques temps après, on verra que finalement c'était ce qui nous a façonné et ce qui en fait de belles choses finalement. Écoute, je te remercie Manon d'avoir partagé ton expertise et toutes ces réflexions. J'espère que cette interview vous inspirera et vous aidera à cultiver un mental fort et à surmonter les défis que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Si vous avez apprécié cet épisode et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis et des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées, donc Apple Podcasts, Spotify ou YouTube.
Donc, vos retours sont précieux et nous aident à améliorer la qualité du contenu. Merci aux auditeurs du coup qui écoutent régulièrement le podcast. Et Manon, écoute, encore merci beaucoup pour cette interview et ça sera un plaisir de te croiser prochainement. Merci à toi Sébastien et de tout cœur avec ce podcast et on partage à fond. Merci.